Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va prendre la direction d'Irpin, une banlieue de Kiev bombardée et où évidemment la résistance est organisée. Récit de Marine Mulset. Ces familles laissent leur vie derrière elles. Un flot ininterrompu de civils, parfois avec des poussettes, fuit à pied la ville stratégique d'Irpin, dernier verrou avant Kiev. Galia, équipée d'un simple sac à dos, a elle aussi décidé de partir. Nous sommes d'Irpin, il y avait des bombardements à Irpin. Ils ont tiré sur des maisons, des gens. Une femme et un enfant de 13 ans sont décédés. Toutes les maisons ont été bombardées. Quelques personnes sont parties d'ici. C'est dur, c'est effrayant. C'est une guerre, c'est du fascisme. C'est un génocide contre toute l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Sur ces images, la police ukrainienne aide des personnes âgées à monter à bord d'un bus pour quitter la ville. Anastasia a décidé de partir à pied avec ses 2 enfants, son bébé dans les bras, emmitouflé dans une couverture. C'est une catastrophe dans la ville. C'est presque en ruine dans le quartier où j'habite. Aucune maison n'a pas été bombardée. Hier, c'était le bombardement le plus dur. Les lumières et le son étaient si effrayants et tout le bâtiment tremblait. Moi et mes enfants étions assis la moitié de la nuit dans le couloir parce que c'est l'endroit le plus sûr et j'ai décidé qu'il était temps de partir. 2000 personnes ont déjà été évacuées de cette ville, aux portes de Kiev. Vincent Herbouet, là sur le plan purement stratégique, on est aux portes de Kiev, la ville d'Irpin est bombardée, ça laisse augurer d'une approche des troupes russes de la capitale ou pas ? Ça veut dire en tout cas qu'ils veulent vider la ville. Si les bombardements intenses comme ça, c'est des bombardements pour effectivement terrifier, pas terroriser, mais terrifier, et provoquer le départ des civils. Ce sera plus facile à prendre, hein, évidemment, si jamais il y a l'ambition de prendre la capitale. Parce que si jamais, vous n'êtes pas sûr que Poutine veuille prendre Kiev ? Non, parce qu'il peut y avoir des négociations avant, parce que ce serait une calamiteux. Je veux dire, il y a quand même, on a tous compris que il s'était embarqué, que la Russie s'était embarquée dans cette opération spéciale, dans cette guerre, en pensant que ce serait non pas une promenade militaire, puis vu l'énormité des moyens mis en œuvre, mais que ce ne serait pas si difficile que ça. À chaud, s'est cristallisé un sentiment national, les gens sont profondément indignés, on entendait cette femme. Vous me diriez qu'en Russie aussi, on doit avoir ce même genre de réaction face à la guerre, une indignation profonde. Les Russes sont assez pacifiques malgré tout. Nous, on les redoute. À l'Ouest, on les a toujours vus comme un ours dangereux, mais à l'intérieur, quand vous allez en Russie, il y a un amour de la paix, il y a une détestation de la guerre, il y a l'hostilité qu'avaient suscité les opérations en Afghanistan était bien réelle. C'est ça ce qui a fait craquer le Parti communiste. Hein. Parce que les cercueils des militaires russes revenaient aussi. Les cercueils et la guerre, voilà. Le spectacle de la guerre, c'était insupportable aux Russes. L'endoctrinement pacifiste a eu au moins ce mérite-là. Bon. Et donc, je suis convaincu que les images, si elles arrivaient aux Russes, les indigneraient de la même manière. Mais la stratégie de l'armée russe, pour l'instant, c'est essayer de tronçonner le pays, c'est essayer de faire la jonction entre les 3 corps d'armée qui se sont... les trois colonnes qui sont entrées dans le pays, et... accessoirement, c'est là où la bataille se joue aussi, du côté de Mariupol et bientôt d'Odessa, le contrôle de tout le littoral mer Nord, à l'est. mer d'Azov, absolument. Pour le reste, on verra après. Hein. Julien Drey, sur cette stratégie russe. Oui, je pense que ils connaissent le prix à payer d'écraser les villes et d'avoir les images terribles. Donc ils font effectivement des frappes ciblées. Alors évidemment, dans les frappes ciblées, c'est sur un certain nombre d'immeubles, mais ils veulent faire fuir les populations. Et je pense qu'ils veulent stratégiquement, à partir de là, occuper tout autour des villes pour contraindre le gouvernement ukrainien à un moment donné ou à un autre à négocier. C'est une stratégie, ou à s'enfuir, oui. C'est une stratégie qu'ils ont, d'après moi, improvisée en cours de route. Parce que je pense que dans un premier temps, ils ont pensé, d'ailleurs, il y a une image qui était terrible. Les soldats russes, ils prenaient des rendez-vous sur Tinder avec leurs copines ukrainiennes parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être accueillis en libérateurs. Parce que ils ont sous-estimé le sentiment national qui s'est formé pour une part dans ce conflit. Voilà. Maître Golnadel, la médiation se poursuit. Emmanuel Macron a parlé avec Vladimir Poutine ce week-end. Naftali Bennett, Premier ministre israélien, a rencontré, lui et Poutine. Tous les canaux sont bons à utiliser pour tenter de le faire plier c'est vain, ou tout cela est vain au fond. Je ne pense pas du tout que M. Poutine regrette de s'être embarqué dans cette histoire. Certes, il aurait préféré que ça se passe plus aisément. Il pensait, compte tenu de l'ambiguïté entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas... L'Ukraine, pour la Russie, c'est pas comme l'Afghanistan. Hein.
Il y en a la moitié qui parle russe, donc ça n'a rien à voir. Donc ils pensaient très certainement être accueillis comme en Crimée avec du pain et du sel. Ça n'a pas été le cas, et je pense franchement que pour une grande partie du peuple ukrainien, ils n'ont pas attendu cette campagne pour se sentir ukrainiens. Voilà, la réalité, elle est là. Maintenant, je pense qu'ils sont dans une logique de siège. Voilà, s'ils peuvent faire toute la partie russophone, ils la garderont, c'est la messe est dite, si j'ose dire. Mais pour la partie plus problématique, ils vont faire, à mon avis, je suis pas un grand stratège, mais je pense qu'ils sont dans une logique de siège. S'ils peuvent faire l'économie de rentrer dans Kiev et d'installer à la place du président nationaliste actuel un fantoche, bien entendu que ça sera préférable pour tout le monde, mais Poutine a quand même du temps devant lui, Il aurait préféré que ça se passe plus vite, mais si ça prend 15 jours de plus, personne ne l'en mettra, ni à Washington, ni à Bruxelles. Alors, Vincent Herouet, un petit mot là-dessus. Plus ça dure, plus c'est dur. Plus le conflit va s'éterniser, plus il sera violent. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on attend un coup d'État à Moscou en disant qu'il y aura bien un général quelque part qui va dire ça suffit. Et puis, donc il y a c'est le rêve que caressent beaucoup de gens en se disant c'est pas impossible enfin on débarrasse ce vieillard qui est accroché à son trône et qui est maintenant devenu fou. La nouvelle idée, c'est qu'il est fou. Oui, alors, les psychiatres, ce qu'il fait, mais psychiatres font des diagnostics à distance. Et puis de l'autre côté, les Russes doivent imaginer que quelqu'un va les débarrasser de Volodymyr et de sa clique. De la même manière. Donc tout le monde attend le coup d'État. Mais il y en a pas. Sur la folie de M. Poutine, j'ai commis un article dans le Figaro où, en vérité, la prétendue folie de M. Poutine, en vérité, ça lui donne un avantage tactique et stratégique extraordinaire. Vous avez vu qu'à quel point les Américains quand même ont renoncé à des essais qu'ils avaient prévus de très longue date, et les Européens font très attention sur cette zone d'exclusion aérienne. Donc prévoir que M. Poutine est un petit peu loufoque, mais moi si j'étais agent d'influence du FSB, je ferai tout pour qu'on prenne mon président pour un dingue. Jean-Claude Dacier. Prêt à tirer nucléaire. Ah oui, il n'y a pas de doute. Moi, je crois pas. La dissuasion. Je crois le fol avantage de la folie. Jean-Claude, je ne crois pas du tout à cette théorie. Non, si, globalement, mais je crois pas que Poutine pense et ait un intérêt politique à détruire, même ne serait-ce qu'au tiers, les grandes villes ukrainiennes. S'il peut l'éviter, il le fera. Je ne crois pas davantage qu'il ait été déçu par l'accueil qui a été réservé à l'armée russe. Bien évidemment, l'Est, Sud et Est se battent depuis maintenant 2014. Depuis un certain temps, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont pour la Russie. Oui. Bon. En revanche, c'est vrai qu'à Kiev et dans toute la partie ouest, on a choisi depuis maintenant un certain nombre d'années, l'Occident, nos valeurs, liberté, marché économique, Union européenne, voire OTAN. Ça, Poutine, à tort ou à raison, n'a pas pu et ne voulait pas le supporter. Mais pour autant, l'Ukraine, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas n'importe quoi pour les Russes. Non. Donc il va tout faire pour éviter que ce soit le plus dommageable possible pour son image et l'image de son pays. C'est déjà lourd, là. Les sanctions économiques qu'on a prises contre eux sont très violentes et auront d'ailleurs un effet boomerang chez nous qui sera pas agréable à vivre. La partie va durer. Je pense que ça va pas se régler sur un coup de négociation en 2 heures ou demain ou après-demain. On est sur une stratégie lente, progressive, sans essayant de pas trop casser le matériel, et surtout pas à Kiev, qui est la Mecque de l'Église orthodoxe. N'oubliez jamais que les orthodoxes, la Rome, on va dire, pour les orthodoxes et Poutine marchent ensemble depuis 20 ans. Et puis il faut éviter au maximum les dommages civils. On va juste évoquer la question des corridors humanitaires, parce que c'était vraiment la question du jour, que les Russes ont proposé, avec un petit problème, c'est qu'ils comptaient évacuer les civils ukrainiens vers la Russie et le Bélarus. Du coup, les Ukrainiens ont dit non. Et écoutez le président Macron, qui s'est montré très dur dans les mots contre le président Poutine. La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie. Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie. Et donc c'est un artefact de communication que je réprouve. Et les associations qui font un travail formidable, Acted,
pour en citer une, la Croix-Rouge internationale et tant d'autres, vous diront que les couloirs humanitaires ne sont pas forcément les solutions qu'elles préfèrent. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent, pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés, et pouvoir les sortir de la zone de conflit. Donc ce n'est pas simplement des couloirs qui sont tout de suite menacés, et ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie. Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique. Julien Drey, les mots utilisés par le président Macron. Non, ce qui me surprend, c'est que moral et politique. Je croyais que c'était lui qui avait commencé à demander les couloirs humanitaires il y a 3-4 jours. Oui, pas pour la Russie. Pas pour emmener les civils en Russie. Le couloir humanitaire, c'est que c'est la meilleure manière de faire partir la population et c'est l'objectif voulu par la Russie. Donc si vous ouvrez des couloirs humanitaires... Bon là, pour l'instant, ils jouent... parce que c'est tout un jeu. On fait semblant de dire que ça va en Russie, puis après on va faire semblant de faire une concession en disant « Bon d'accord, ils vont pas en Russie, ils vont là », et ça va permettre d'évacuer toutes les populations civiles. Et ce qui favorise, d'un certain point de vue, la stratégie après du siège des villes, une fois que les populations civiles sont plus là, et que donc il n'y a plus les pénuries alimentaires, les problèmes de soins, etc. Alors après, le problème du rôle que vous jouez Emmanuel Macron, je suis là aussi très perplexe. Parce que soit il veut être celui qui est en capacité de faire la paix, et si vous êtes en capacité de faire la paix, vous tournez cette fois votre langue dans la bouche. Parce que si vous commencez à faire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec M. Poutine en 2008, on en a vu le résultat sur la Géorgie. Voilà. C'est-à-dire, on a vu quel résultat? Les chars se sont arrêtés, non? Non, ça a été une capitulation en bonne et due forme. Les chars russes n'ont pas marché sur Tbilissi. Non, mais ils ont pris ce qu'ils avaient besoin de prendre. Après, ils ont laissé faire. Ils sont partis. Voilà. Et dans un moment très particulier. Bon, enfin, moi, si vous voulez, mon sentiment là, c'est que je ne vois pas les éléments de ce que c'est qu'une politique diplomatique offensive. Voilà. Et on est dans la surenchère d'images, de conversations. Excusez-moi, c'est la première fois que je vois des chefs d'État retransmettre leurs conversations à la radio avec les phrases, etc. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on fasse avancer la paix. En tout cas, la diplomatie qu'on m'a appris dans les Non, mais c'est pas faux. C'est assez surprenant. Auparavant, c'était pas ça. C'est intéressant ce que dit Julien Drey, Vincent Herouet. Sur le fond, vous avez tout à fait raison. Sur l'histoire de la Géorgie, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais là, on va parler de l'Ukraine. On va pas parler de la Géorgie, mais l'Abkhazie et l'Ossétie, ils avaient déjà été prises, ils les ont gardées, et ils sont pas allés au-delà. Là, ils se contenteront pas du Donbass. Je veux dire, ils vont pas se contenter du Donbass et de la Crimée. Non, ils veulent privatiser la mer d'Azov. Ce sera plus douloureux. Non, mais c'est effectivement, il y a une espèce de diplomatie spectacle à conséquence de politique intérieure qui est assez déroutante, hein, évidemment. Ils sont nombreux à vouloir jouer un rôle, à être sur l'affiche, et éventuellement. Et le président fait ce qu'il tient son rôle. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent un rôle, pas simplement l'acteur principal, Zelensky, devant sa caméra vidéo 3 fois par jour. C'est vrai qu'il est assez déçu parce que ça fait 14 ou 15 fois qu'il a Poutine au téléphone et que pour le moment, il n'en a pas obtenu grand-chose. Je comprends qu'il ait un certain agacement, voire plus. On est même sur la liste des pays hostiles. Non. Alors, il a eu 2 fois. Il a eu 2 fois la demande de Zelensky. En demandant l'arrêt des combats, le cessez-le-feu, parce que c'est pas le couloir humanitaire, c'est ce qu'il veut, c'est un cessez-le-feu pour organiser effectivement le déplacement des populations. Mais un cessez-le-feu qui soit à peu près général. Sauf que qui va le contrôler, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, etc. Là, on rentre dans une vraie négociation et on n'en est pas du tout là, parce que pour l'instant, on est encore dans une guerre de conquête. Pour autant que ce soit une guerre de conquête, parce qu'on a aussi en même temps l'impression que c'est là où on a un petit peu d'embarras, que le président Poutine mène finalement une espèce d'opération quasi coloniale, quoi, comme il traite Kiev comme une capitale régionale, comme une espèce de colonie qu'il faudrait mater, comme une province rebelle. Et alors, dans ces cas-là, on ne rase pas tout, quoi. On préserve, on essaie de casser les représentants sur place, de ruiner le moral des populations. Maître Goldnadel, vous n'êtes pas d'accord? Pas entièrement. Alors, plusieurs choses. Les couloirs humanitaires, on en a besoin, et on en a cruellement besoin lorsque la guerre se fait très cruelle. Lorsque, évidemment, lorsqu'il y a des bombardements massifs, croyez-moi, dans ce cas-là, on est content d'avoir pour les civils, les enfants, les femmes, des couloirs humanitaires. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc on peut jouer les fiers à bras. On verra, j'espère qu'on ne verra jamais. Deuxièmement, je ne veux pas avoir un esprit chagrin, mais effectivement, je rejoins une fois encore, décidément, l'avis de M. Drey, c'est un jour historique. Je crains quand même que jouer les fiers à bras dans une télévision française, ça c'est plutôt, on vous le garderez pour vous, mais à usage interne.
usage interne, voilà. Donc électoral. Je craignais de le dire. Voilà, c'est pas dans une optique effectivement de négociation. Et enfin, oui, effectivement, la manière dont alors je sais pas s'il faut appeler ça du colonialisme, mais la manière dont s'y prend pour l'heure Monsieur Poutine, en dehors du fait qu'il gardera évidemment tout ce qui est russophone, c'est d'installer, pardon pour l'expression, une sorte de Goletère peut-être à Kiev, sans qu'il soit nécessaire forcément d'investir la ville, et qui portera pourquoi pas toujours quelques couleurs de temps en temps. Donc c'est pour l'instant, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est cette drôle de guerre, si j'ose dire, prend plutôt cet aspect-là. Mais un dernier mot, Julien Drey, avant qu'on parle de la campagne, cette fois-ci, avec Emmanuel Macron. Non, mais quand on regarde la carte, et comme vous la présentez, on voit à peu près ce que sont en train de faire les Russes. Les Russes, ils veulent prendre toute la région qui borde la mer d'Azov, avec des villes qui, par ailleurs, du point de vue de l'histoire russe, sont des villes, pour eux, qui sont très importantes. Odessa, dans la culture russe, c'est la perle ils l'appelaient comme ça, la perle... voilà, donc... C'était la Côte d'Azur. Hein. Voilà, donc les oligarques russes ont avec des propriétés énormes là-bas, donc on voit bien... Ils l'ont perdu. On voit bien qu'ils sont dans une logique. Une fois qu'ils auront compris ça, il leur restera qu'un seul objectif. Ça, pour eux, ça, je pense qu'ils considéreront que c'est à eux, c'est d'obtenir le fait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et qu'il n'y ait pas d'installation des bases de l'OTAN. Et c'est là où les richesses se trouvent, c'est dans l'Est. C'est là où il y a l'argent et il y a le sous-sol. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant. Emmanuel Macron en déplacement, premier déplacement de campagne pour le président candidat. Il se rend à Poissy, dans les Yvelines. Il va engager un dialogue avec les Français sur peut-être le mode du grand débat qui avait suivi l'épisode des Gilets jaunes. On sera en direct dans un instant sur place. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.